Israël est en train de commettre un génocide sur la population palestinienne. Le gouvernement de Netanyahou utilise comme prétexte l'attaque du Hamas le 7 octobre qui a fait 1200 morts parmi des civils. Immédiatement, Netanyahou a ordonné que soit assiégée la bande de Gaza et a laissé quelques jours aux Gazaouis pour s'enfuir par le nord et par le sud dans des routes qui étaient déjà en train de subir des explosions car il allait, je cite, en faire un champ de ruines. Puis quelques jours plus tard, le 13 octobre, Israël durcit le siège, il coupe l'eau, l'électricité, les entrées de nourriture et il commence à bombarder toute la bande de Gaza. Je parle d'un mois de bombardements intensifs sans discontinuer. Les victimes s'élèvent à plus de 10 000, dont 4 000 enfants. Évidemment, les premières cibles sont les civils, mais il y a aussi des bombardements d'hôpitaux, d'écoles, d'immeubles habités, de locaux de l'AFP. Il y a des horreurs que l'esprit humain ne peut simplement pas concevoir. On ne peut pas imaginer, même avec tous les témoignages, toutes les statistiques du monde, on ne peut pas imaginer la désolation qu'engendre l'équivalent de 2 bombes d'Hiroshima sur une surface de quelques dizaines de kilomètres carrés. On ne peut pas imaginer 10 000 morts. On ne peut pas imaginer 4 000 vies brisées dès l'enfance. On ne peut pas imaginer le fait de se réveiller à Gaza tous les matins avec l'inquiétude de mourir avant le soir. N'ayons pas peur des mots, il ne s'agit pas d'un nettoyage ethnique, il ne s'agit pas d'une épuration démographique, il s'agit de l'élimination totale et systématique d'un groupe religieux et ethnique en entier, décidé et organisé en amont par des responsables politiques. Lorsque Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne, déclare que l'accent est mis sur la destruction et pas sur la précision à Gaza. Lorsque Ariel Kalner, un politicien israélien, déclare que son objectif est une Nakba dans Gaza qui va éclipser celle de 1948. Lorsque Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, déclare qu'il combat des animaux et qu'il agira en conséquence. Lorsque Tali Gottlieb, une autre politicienne israélienne, dit qu'il faut écraser et raser Gaza sans pitié et sans attendre. Lorsque Yitzhak Herzog, le président d'Israël, lors d'une conférence de presse, déclare que c'est toute une nation qui est responsable et qu'il ajoute cette rhétorique selon laquelle les civils ne sont pas impliqués est fausse et nous allons nous battre jusqu'à ce que nous les brisions. Tout ça, c'est des exemples de politiciens qui organisent en amont la destruction totale d'un groupe ethnique et religieux. C'est la définition exacte que donne la Cour pénale internationale d'un génocide. Alors on me dira, oui, mais Axil, le Hamas a attaqué Israël, il faut bien qu'Israël se défende, et je répondrai que c'est une vision premièrement assez négationniste. Le conflit entre le Hamas et Israël ne date pas d'il y a un mois, ça ne date pas du 7 octobre. Avant l'attaque horrible du Hamas, il y a eu des décennies de bombardements par Israël sur la bande de Gaza, il y a eu une politique de colonisation extrêmement féroce, où Israël a envoyé des colons dépouiller des natifs palestiniens de leur maison, il y a eu une politique d'apartheid mise en place par l'État d'Israël, dénoncée notamment par Amnesty International. Donc rien de tout ça ne justifie l'attaque du Hamas, parce que rien ne justifie le fait de cibler des civils. Mais c'est assez hypocrite que de dire que ce qui se passe actuellement, c'est une défense légitime d'Israël face à une attaque du Hamas qui viendrait de nulle part. Deuxième réponse, la défense légitime d'un État face à une attaque se doit d'être proportionnelle. Or, immédiatement après le 7 octobre, Benjamin Netanyahou a fait savoir qu'il allait annihiler le Hamas et que pour ça, il était totalement prêt à changer Gaza en un champ de ruines. Il en a même fait porter la responsabilité au Hamas en disant que chaque civil tué par Israël n'était utilisé par le Hamas que comme un bouclier humain, en légitimant ainsi le carnage absolu qui se déroule là-bas depuis le 7 octobre. Aucune de ces rhétoriques-là ne peut mener à une défense proportionnée, légitime. On me dira, oui, Axil, pourquoi est-ce que tu ne condamnes pas le Hamas? Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas le mot terrorisme? Deux questions, je vais donner deux réponses. Premièrement, je condamne, comme tout le monde, l'attaque du 7 octobre, elle était horrible, et je la condamne parce qu'elle a touché des civils. Et c'est pas moi qui décide unilatéralement de la condamner, c'est la Cour pénale internationale parce que c'est un crime de guerre. De la même manière, prendre des otages, c'est un crime de guerre. Deuxième réponse, utiliser le mot terrorisme pour faire plaisir aux illuminés de CNews et de BFM TV, ça a beaucoup plus de conséquences que simplement s'épargner 3 semaines de bâchage médiatique. En relations internationales, le mot terrorisme, il ne sert qu'à justifier des guerres injustifiables. Quand George W. Bush, avec les États-Unis derrière lui, décide d'attaquer l'Irak en 2004, il utilise déjà des mensonges, il prétend avec Colin Powell et le petit flacon avec rien du tout dedans que Saddam Hussein est en train de développer des armes nucléaires, mais surtout il utilise le prétexte de la lutte contre le terrorisme après les attaques d'Al-Qaïda contre le World Trade Center. Aujourd'hui, Israël fait exactement la même chose en utilisant des mensonges sur l'état du Hamas, sur quelques détails qui ont été révélés sur Twitter de l'attaque du 7 octobre, mais surtout ils utilisent le prétexte de la lutte antiterroriste.
Si tout le monde se met à dire unanimement que le Hamas est terroriste, ça veut dire qu'on ouvre totalement la voie à Israël pour faire fi de toutes les règles internationales et pilonner la bande de Gaza sans aucune considération humanitaire. La seule voie possible là-dedans, c'est la Cour pénale internationale, c'est le droit international, c'est de punir les crimes de guerre en les appelant comme ça, des crimes de guerre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous Français, face à ça? Déjà, on peut sortir de la position du soutien inconditionnel à Israël. Macron l'a déjà fait, c'est très peu relayé, mais il manque tout son camp. Yael Braun-Pivet, Maher Habib, et surtout il manque l'entièreté de l'extrême droite qui y a vu une bien trop belle occasion de taper sur les musulmans en France. Deuxièmement, il faut se référer au droit international, à la Cour pénale internationale. Parce que là-dedans, le seul objectif qu'on doit avoir à très long terme, c'est que les responsables de toutes ces horreurs soient punis. Tous les responsables de tous les crimes de guerre. Faire une attaque en ciblant des civils et en prenant des otages, ce sont des crimes de guerre, mais mener un génocide, cibler des civils et prendre des otages, c'est aussi un crime de guerre. Enfin, troisième et dernière chose qu'on peut faire en tant que Français, c'est prôner un cessez-le-feu. Agir activement pour ça. N'importe qui de sérieux est en train de s'y tourner. Je pourrais citer seulement Dominique de Villepin, par exemple, qui est quand même l'homme qui a dit non à l'invasion en Irak des États-Unis. Si le travail que je fais vous semble pertinent, vous semble mériter un salaire, sachez que la seule rémunération que j'accepte, ce sont les dons sur mon Tipeee. Le lien est dans le Linktree dans ma bio, vous savez le trouver. Suivez-moi sur Insta, suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Facebook depuis peu. Voilà. From the river to the sea.